Tu joues bien pour une fille. On sent que le mental est plus fragile. Ou encore, le sport féminin, ça attire moins de public. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases. Pourtant, ces affirmations semblent aller à l'encontre des valeurs originelles portées par le sport. À savoir l'équité, le respect, l'égalité, l'inclusion, la confiance, qui devrait en faire une activité inclusive. Alors, comment le milieu du sport peut-il rentrer en contradiction avec ces principes fondamentaux ? Le problème, ce ne sont pas les femmes dans le sport, mais plutôt le sexisme dans le sport. D'après Béatrice Barbus, sociologue du sport, le sport est un des milieux les plus sexistes parmi toutes les activités humaines, et on peut le retrouver à tous les niveaux, qu'il soit amateur, professionnel ou les deux. D'après la définition du Haut Conseil à l'égalité, le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et qui peut se manifester de manière anodine, comme des remarques, des blagues, mais aussi de manière plus grave, comme des agressions sexuelles, des viols ou des meurtres. On notera tout de même une évolution lente mais réelle de la considération pour le sport féminin, et que ces changements peuvent s'opérer à des rythmes différents selon le type de sport. Une parité quasi parfaite pendant les JO de Paris en 2024, plus de financement et de politiques publiques dédiées au sport féminin, ou encore l'augmentation de compétitions mixtes dans des disciplines comme l'athlétisme, la natation ou le tir. Pour comprendre l'état actuel des choses, faisons un petit point historique. Les compétitions internationales sportives pour les femmes ont commencé dans les années 1920, sous l'impulsion de pionnières comme Alice Milia. Dès les origines, les règlements, les distances et les équipements ont été adaptés aux capacités des femmes supposées inférieures. Courses et temps de jeu raccourcis, poids plus léger et moins haute, certains sports considérés comme trop masculins, comme le foot, la boxe ou le cyclisme, leur ont même été interdits. Cette asymétrie réglementaire empêche encore aujourd'hui une véritable comparaison entre le sport des femmes et celui des hommes, tout en justifiant les inégalités persistantes de salaire, de médiatisation, de reconnaissance tant dans le milieu professionnel que dans l'encadrement, ou du journalisme sportif. Cette différence de traitement peut se traduire à plusieurs niveaux. Moins de moyens, moins de reconnaissance et moins de visibilité. Et très souvent, des violences banalisées ou passées sous silence. Dans le sport amateur, ça peut commencer tôt. Par exemple, moins de clubs qui proposent des pratiques pour les filles, ou encore moins de créneaux horaires disponibles. On trouve aussi moins d'encadrement, ou avec des personnes peu ou pas formées. Des remarques sexistes dans les vestiaires ou sur le bord du terrain, des tenues non adaptées, comme les vieux maillots récupérés dans l'équipe des garçons. Ou encore des équipements peu entretenus, terrain pas tondu, pas tracé ou pas éclairé. Et dans le sport professionnel, ça continue. D'abord, on retrouve certains vêtements qui n'améliorent pas la performance, qui peuvent être imposés ou valorisés pour attirer l'attention sur le corps, plutôt que sur les compétences sportives et les performances. Par exemple, des bikinis très échancrés, des shorts blancs ou des mini-jupes. Ensuite, il peut y avoir un écart important de salaire qui peut freiner les performances. Dans l'ensemble, les sportifs professionnels disposent de moins de moyens et d'opportunités que leurs homologues masculins. Ces inégalités économiques et de pratique alimentent un cercle vicieux qui freine leur progression. Moins bien rémunérées, elles sont parfois obligées de partager leur temps entre entraînement et emploi secondaire, ce qui limite l'amélioration de leurs performances. Cela entraîne un moindre engouement du public et des sponsors, altérant de nouveau négativement leur rémunération. L'analyse des écarts de performance, souvent fondée sur des facteurs biologiques essentialistes, passe ainsi sous silence ces inégalités d'opportunités et de moyens. On retrouve aussi une maigre médiatisation du sport féminin. Un des derniers rapports de l'ARCOM, qui concerne la période de 2018 à 2021, le sport féminin représente moins de 5% de ce qui est télévisé. Et également, si on prend le journal L'Équipe, qui est le seul quotidien en France à parler de sport, entre 2011 et 2021, le nombre de fois où des femmes ont fait la couverture représente moins de 5%. Moins il y a de visibilité, moins il y a de modèles. Et moins il y a de financement. Et cela pose aussi la question de la représentation. On ne peut pas donner envie à une femme de devenir ce qu'elle ne voit pas couramment. On a besoin de s'identifier à un groupe qui appartient à notre genre. Parfois, on peut entendre de la part de commentateurs des remarques plus sur le physique que sur les performances.
Enfin, on ne trouve pas de parité dans les instances dirigeantes. Par exemple, malgré une loi française voulant instaurer une parité dans les instances sportives, très peu de fédérations ont une femme à leur tête. Cela peut être problématique car les décisions se prennent surtout entre hommes. Et les problèmes vécus par les femmes sont moins souvent compris ou traités. Et ce contexte rend favorable les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Le sexisme dans le sport ne se limite pas aux chiffres et aux stéréotypes. Il peut aussi prendre d'autres formes violentes. Comportements déplacés dans les vestiaires, dans les cours, dans les salles de sport ou encore les salles de soins. Harcèlement ou agression sexuelle pendant la pratique ou même en dehors du terrain. Pour exemple, nous pouvons rappeler qu'en août 2023, Luis Rubiales, alors président de la Fédération espagnole de foot, avait imposé un baiser à la joueuse Jennifer Hermoso après leur victoire en Coupe du Monde. Il a été condamné en 2025 pour agression sexuelle. Cependant, dans le sport aussi, le genre peut se voir bouleversé. Les différences physiologiques entre hommes et femmes ont été pensées comme une barrière infranchissable, limitant leur performance et légitimant les nombreuses inégalités. Depuis la création du sport, l'ensemble des dispositifs visant à maintenir une séparation systémique entre hommes et femmes a assuré la pérennité de la présupposée inégalité biologique naturelle des genres, malgré de très nombreux freins et contre-exemples. L'inclusion récente des personnes trans, non-binaires et intersexes dans certains sports, comme le roller derby, remet en cause le caractère construit et arbitraire des catégories genrées traditionnelles dans lesquelles sont pensés les corps. J'aimerais conclure avec une citation de la sociologue du sport Béatrice Barbus. Se battre pour une plus grande présence des femmes dans le milieu sportif, c'est au fond rendre service au sport. En le conformant aux principes qu'il se donne, c'est lui rendre sa vérité, ou tout du moins s'en approcher.